Bonjour, dans cet épisode, il s'agit de comprendre en 5 minutes les débats sur la liberté de navigation et l'appropriation des espaces maritimes avant la conférence de Montego Bay. La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. Ainsi, l'article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer garantit-il la liberté de navigation en 1994. Le droit de la mer est l'ensemble des règles de droit international relatives à la détermination et à l'utilisation de l'espace maritime. De nombreux débats précèdent son adoption. Nous allons voir comment ont évolué les différentes positions sur la liberté de navigation et l'appropriation des espaces maritimes depuis l'Antiquité jusqu'en 1982. En droit romain, les mers sont considérées comme des espaces communs pour l'humanité, au même titre que l'air. La nomination res communis, chose commune, repose surtout sur le fait de ne pas pouvoir délimiter l'appartenance de la mer à un usager. Cela n'empêche donc pas les Romains de considérer la mer Méditerranée comme la leur. Au Moyen Âge apparaissent les premiers traités entre nations, comme le consulat de la mer appliqué en mer Méditerranée, et les pays possèdent des tribunaux de commerce maritime. Lors des grandes découvertes, la navigation devient intense, et la pêche hauturière se développe. Les pays conviennent de plus en plus d'accords pour la propriété des mers et la réglementation des activités maritimes. C'est durant les temps modernes qu'apparaissent les débats sur le droit de la mer. En effet, l'expansion coloniale et la mondialisation du commerce élargissent les discussions, les accords passés entre deux pays seulement n'étant plus pertinents. En 1609, le diplomate et juriste néerlandais Hugo Grotius rédige son Mare Liberum. Il propose un traité universalisable qui s'inspire du droit romain. Il affirme le principe de liberté de navigation en tant que l'eau est un bien commun. Le Britannique John Selden prend le contre-pied de cet écrit en rédigeant son Mare Clausum, publié en 1635. Selon lui, les États peuvent dominer les mers. Cette thèse correspond au pouvoir anglais qui change sa législation concernant ses eaux côtières afin d'empêcher les étrangers d'y pêcher, inquiets de la concurrence. À l'époque, la thèse de Grotius s'impose par l'impossibilité technique d'indiquer l'appartenance de zones maritimes. C'est la même dimension pratique qui avait déjà bloqué les Romains. Si Grotius défend la liberté de circulation en mer, c'est qu'il est l'avocat de la Compagnie des Indes orientales. Il doit donc assurer le commerce maritime anglais et néerlandais avec les Indes. Au XVIIIe siècle, un compromis s'établit. Les grandes puissances maritimes adoptent la proposition de Fernando Galliani, exposée dans Droit de la mer en temps de guerre, rédigée en 1782. Les États possèdent désormais une zone exclusive nommée mer territoriale, d'une largeur de 3000 marins à partir des côtes. Cela correspond en fait à la portée des canons de l'époque. Différentes zones sont distinguées, mais c'est toujours le droit coutumier qui s'y applique. Au XXe siècle, les États-Unis d'Amérique sont moteurs de la reprise des débats. En 1918, le président Wilson évoque 14 points pour la paix, dont le deuxième porte sur, je cite, la liberté absolue de la navigation sur mer, sauf dans le cas d'une action internationale. Puis, le 28 septembre 1945, le président Harry Truman publie deux proclamations qui affirment la souveraineté des États-Unis sur les ressources biologiques et minérales de la mer territoriale et du plateau continental évoqué pour la première fois. De plus, après la Seconde Guerre mondiale, les nouveaux États issus de la décolonisation s'inquiètent de l'exploitation des ressources par les seuls pays industrialisés. Ils réclament donc eux aussi une règle internationale. Alors, en 1958, les Nations Unies décident d'une convention sur la haute mer à Genève. Elle distingue les mers territoriales de 3000 marins où l'État a pleine souveraineté, le plateau continental où il peut exploiter les ressources, et la haute mer ouverte à tous. Mais cette convention est inégalement ratifiée. Dans les années 60, le développement des techniques d'exploitation offshore renforce les rivalités et les premiers accidents provoquent des marées noires. Il devient alors urgent de préciser le droit international sur la propriété et la protection en mer. En 1967, le diplomate et ambassadeur maltais Arvid Pardo lance un appel à une constitution des océans. Suite à cette sollicitation, les Nations Unies adoptent en 1970 une résolution qui qualifie de patrimoine mondial les fonds marins internationaux. Puis, elles organisent une conférence à Montego Bay qui aboutira à la CNUDM. Pour conclure, les débats sur la liberté de navigation et la possession d'espaces maritimes débutent dès l'Antiquité. Les deux sont en même temps revendiqués par les États, ce qui les amène à fixer des règles de droit international.
Celui-ci sera ensuite uniformisé à l'échelle mondiale durant la conférence de Montego Bay.